bienvenue dans Cinéma Mon Amour. Ce soir, nous sommes le jeudi 18 octobre, c'est la 78e. Bonsoir, chers amis. J'ai envie de vous dire qu'à chaque émission, nous avons un challenge à relever. Ce soir, déjà, je ne suis pas seule dans le studio. Bonsoir, les amis. Bonsoir. Bonsoir. Merci de m'avoir rejoint. Je me suis sentie seule la dernière fois. Mais comme vous pouvez le constater, notre cher ami Luc n'est pas encore arrivé. Il va arriver en cours de route de l'émission. Alors j'ai un texto de lui qui me dit que je viens d'arriver à l'aéroport de Marseille, je viens de revenir de Copenhague et d'une orgie avec mon maître et mon dieu Lars von Trier. Voilà, ne parlez pas de The House of Jack Bullitt ce soir, on va en parler la semaine prochaine. Je pense qu'on en parlera la semaine prochaine. On a d'autres films à vous parler, mais c'est vrai que celui-là, je pense qu'il va animer certaines petites choses en nous, donc on préfère garder ce morceau-là la semaine prochaine pour cela. Mais ne vous inquiétez pas, chers amis, nous avons bon nombre de films à vous parler. Alors, comment allez-vous, Maxime? Comment vas-tu? Très bien, très bien. Ça fait un moment que tu étais pas Oui, venu. c'est... Qu'est-ce que ça fait de sentir le micro? C'est très bien. J'étais éloigné un peu 2 semaines contre ma volonté, mais voilà, je viens de retrouver ce magnifique studio et je suis très heureux de revenir. Voilà. Eh ben écoute, un plaisir partagé. Julia, Ça va très bien, merci. ça va très bien? Oui. Ah, j'entends le loup, le renard et la belette. Ah, le chef vient d'arriver. La ponctualité légendaire de Monsieur Luc. Excuse-moi Julia, je t'ai coupé la parole. Comment vas-tu? Je vais très bien, voilà. Tu vas bien? Est-ce que tu as vu des films intéressants? J'ai vu un film cette semaine, ouais. D'accord, mais est-ce qu'il avait l'air sympathique? Oui, très bien, Très on bien. en parlera, oui. Bon. Et Monsieur Maxime, est-ce que tu as vu des films? Oui, j'ai un de mes plus gros coups de cœur de l'année. Vous entendez Luc qui vient d'arriver à Luc l'instant. vient d'arriver. Alors Luc, cette orgie avec Lars von Trier, c'est comment? C'est toujours aussi sympathique cette orgie avec ton idole absolue? Je crois qu'il en perd ses mots. Donc, vous l'aurez compris, chers amis, nous avons vu des films intéressants cette semaine. Comme je l'avais dit précédemment, on va essayer, tant bien que mal, d'être sympathique. Mais pour le moment, je vais donner la parole à notre maître de cérémonie qui officie en général tous les jeudis pour notre plus grand bonheur. Et dont aujourd'hui, c'est la fête. Bonne fête, Luc. Bonne fête. Bonne fête. Attends, j'y suis pas là. Eh ben oui, on voit bien que tu n'y es pas. On aurait dû te filmer en fait. Bonsoir. Oui. Je crois que le monsieur n'entend pas. Je crois que le monsieur n'entend pas. Et comme ça, est-ce qu'il entend un peu mieux? Tu entends un peu mieux? Oui, tu entends un peu mieux. Ouais, ça va. Ça va le faire. Ça Bonsoir, va bien. Luc. Bonsoir à tous. Et bien désolé pour ce petit retard. C'est ma façon à moi de célébrer ma fête. Est-ce que tu as vu des films intéressants? Oh bah oui, bien sûr. J'ai vu des très beaux films. J'ai vu mon film de l'année déjà, pour l'instant, en tout cas. Ça va faire plaisir à Maxime qui tient des sortes de palmarès. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Ouais, je sais pas si c'est le même, parce que tu as dit aussi que tu avais vu un beau film. C'était l'ironie peut-être, je ne sais pas. Non, c'est pas le même. Je pense pas que ce soit le même. D'accord. Bon, alors, je te cède la parole, cher ami. Oh non, je te propose de la Je la prolonger. garde un Ouais. petit moment. Bon, alors, passons vite. Est-ce que vous avez des news, les amis? Est-ce que vous nous avez préparé des petites news qui vous ont... Et évidemment, Maxime, lève le doigt. Bien évidemment, tu as une news. Je t'écoute. Nous Oui, t'écoutons. 2 avant-premières au Royal, donc l'une juste après notre émission, un magnifique film que nous n'avons pas vu, mais dont on a entendu de très beaux échos du côté. Tu célèbres ton retour avec brio. Voilà, mais qu'on a entendu il faut être honnête, nous avons entendu de très beaux échos du côté de la quinzaine des réalisateurs à Cannes cette année. C'est Carmen et Lola de Arantxa Echevarría. Oh là 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 là. Qui est une réalisatrice espagnole, et ça raconte l'histoire d'un amour impossible entre 2 jeunes gitanes. Voilà.
Voilà. Et l'avant-première aura lieu tout à l'heure, juste après l'émission, à 20h, au cinéma Le Royal, et je vous recommande d'y aller. Toujours au Royal, et toujours un film qui a été projeté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes cette année, En Liberté, la nouvelle comédie de Pierre Salvadori, qui est, pour résumer, une comédie policière très drôle et très frais. Pour le coup, je peux vous le dire avec certitude, puisque je l'ai vu. Et le film est porté par un magnifique casting 5 étoiles, composé notamment de Vincent Elbaz, d'Audrey Tautou, d'Adèle Hanel et, pour te faire énormément plaisir Nathalie, Pio Marmaille. J'irai peut-être. Voilà, et ça sera jeudi prochain, toujours après l'émission à 20h. Voilà. D'accord, merci. Julia, tu as une petite news pour nous ? Oui, la sortie de Roma sur Netflix va avoir lieu en décembre. Voilà. Ça y est, plus d'avant-première. C'est fini les avant-premières. Je sais pas au niveau des avant-premières, Mais 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 si. normalement, il y en a une au Festival Lumière. Et nous avons un envoyé très spécial au Festival Lumière, puisque Anthony y est. Voilà. Je crois que c'est Jade qui l'a vu. Et moi, je l'ai vu aussi. Oui, les mais enfants. peut-être que. Oui, Jade, Quelqu'un ce d'autre week-end. qui ne l'a Ce pas vu. week-end. Tu as vu même les films de 2019. C'est ça. Est-ce que Luc, tu as une petite news pour nous ? Oui, j'ai une petite news qui n'est pas très gaie, bon, puisque ça faisait un petit moment que je vous parlais de cette initiative qu'on avait montée avec mes collègues Benoît Botex et Frédéric Landini, qui s'appelle La Surface, qui est une aventure un peu particulière, qui est une programmation dans un lieu qui est l'ancien évêché à Toulon. Et pour des raisons, multiples raisons qui nous ont amenés à des retards et des contretemps, eh bien, nous sommes obligés de reporter l'ouverture qui était prévue demain et la programmation qui était prévue ce samedi. Voilà, on est obligé de reporter. On n'a pas encore la date de report, mais voilà. Donc effectivement, c'est une déception pour nous, même si c'est une aventure difficile, puisque c'est un lieu qui ne se prête pas à ça, et c'était ça aussi l'intérêt et le risque. Voilà, on espère en tout cas très très vite pouvoir, même essayons dès demain, pouvoir donner une date, puisque voilà, c'est une programmation autour de l'image et de la musique, et il y avait notamment, puisque ça nous intéresse, une programmation qui s'appelait Ciné Transat, où on diffuse des films cultes dont la musique a une place prépondérante, et beaucoup des chroniqueurs de Cinéma Mon Amour interviendraient, seraient présents. Voilà, c'était une façon aussi pour nous et pour vous de se rencontrer autour de séances. Voilà. Bon, Mais on est- de toute façon, excuse-moi de te couper, on tiendra les auditeurs au courant et on mettra les informations sur notre page Facebook, parce que ce n'est que reporté, du moins nous l'espérons très très fort. Absolument, ce n'est que... Le projet est quand même assez beau. à Toulon. Oui, c'est intéressant. C'est des projets différents sur des lieux voilà, qui ne sont pas des lieux culturels par essence. Et ce qui entraîne certaines contraintes, justement. Mais ça nous permet aussi de peut-être aussi toucher d'autres publics, d'y faire des choses un petit peu plus décalées, De découvrir des films. de découvrir des films. Nous, l'idée, c'était vraiment un lieu ouvert, c'est-à-dire que voilà, toutes les programmations sont gratuites, mais surtout qu'on peut venir et discuter. Voilà. On peut discuter des films, on peut discuter des œuvres, on peut discuter des ateliers, c'est participatif. Voilà, c'est familial. Dans un lieu qui est un lieu de caractère. Voilà. Bon, en tout cas, c'est pas perdu, mais voilà, c'est pas facile, mais il faut s'accrocher, quoi. Voilà. On sait que tu es quelqu'un de pugnace. Pugnace, Ouais, absolument. de pugnace, donc tu vas y arriver. Pour conclure, j'ai une toute petite news. Le prochain film de Xavier Dolan, ça y est, nous avons une date de sortie en France. C'est le 13 mars 2019. C'est Ma vie avec John F. Donovan. Oui, et les premiers retours ne sont pas très bons. Non. Il a été présenté à Toronto, il me semble. Et J'ai des Voilà. sources dans le milieu de la distribution qui m'ont dit que le film aurait été remonté plusieurs fois, donc, et que vraiment ça aurait été un peu une sorte de galère. Et d'ailleurs, Xavier Dolan est d'ailleurs parti assez vite, puisqu'il est en train de tourner son nouveau film en ce moment même au Québec. Donc quand il les voit pas, les films, il est connu quand même. Il a des informateurs. Il a un réseau. Il a un réseau de Il a un dingue, réseau. ce jeune En fait, homme. Comme ça, on dirait pas. Non. Mais en fait, c'est une sorte de parrain
du cinéma. Voilà. Il gère comme ça, une filière Il me fait penser au d'information. spectre, tu sais. Et c'est le spectre. C'est le spectre. C'est Blofeld, en fait. Voilà, du cinéma mon amour. Ouais. Le spectre de cinéma mon Tu amour. viens d'être démasqué, Maxime. Non, mais c'est bien que tu aies la parole parce que tu vas la garder. Tu vas nous parler d'un film Ah. que je... Voilà, tu as intérêt à bien en parler. En Tu as plus, l'impression. ouais, j'ai l'impression, mais surtout, je me suis habillé quasiment pour rendre hommage, puisque c'est dans un bleu. Et puis en plus, ce que tu viens de dire, c'est très radiophonique. Faut le dire. C'est-à-dire Bah, tu es habillé de circonstance. Absolument. Ça veut dire que tu es en tutu. Je ne suis pas en tutu, je suis en moi. En moi. Et, Alors, je te laisse. Oui, donc je vais vous parler vraiment d'un... Ah, mais c'est Maxime. Pardon, il a compris la blague. 2 minutes après. Maxime. Maxime. Maxime, on t'aime. Et vraiment, tu nous as manqué. Ah oui. Voilà. C'est vrai. Je vais vous parler, moi, d'un film, effectivement, qui m'est apparu comme une sorte de coup de poing. Voilà, je suis sorti de la séance. Bon, c'est a priori, pour moi, le film qui m'a le plus fait chavirer cette année. Il s'agit de Girl, de Lucas Dont, un Belge flamand, si je ne m'abuse. Alors, je l'ai vu à Cannes dans une programmation qui était vraiment réservée pour les exploitants. Vas-y, fais-toi mousser. Non, c'était juste pour vous dire que dans ces cas-là, on ne sait pas bien ce qu'on va voir. Voilà, il y a beaucoup de films comme ça qui se distribuent, qui se suivent. Et très vite, on regarde quand même le synopsis. C'est du premier film qui nous était proposé. Et je vois film transgenre, comme ça. Et puis, je me fais une idée totalement idiote, comme on peut se faire sur des préjugés. On se dit, oh là là, un film sur un thème actuel, sans doute un film un peu opportuniste. Voilà. Donc, je pars stupidement sur une mauvaise idée. Et puis, je découvre un film assez incroyable. Et puis je suis pas le seul. Je suis pas le seul puisque vraiment la croisette a vraiment chaviré pour ce film. Peut-être Nathalie t'en parlera. Il a remporté la Caméra d'Or du premier film. Alors Lucas Dont n'est pas un étranger, c'est pas son premier film, c'est son premier long métrage, mais en tout cas il a une carrière déjà dans le vidéoclip, dans le court métrage. Donc c'est pas un inconnu. Mais ce qui est vraiment très étonnant dans ce film, c'est la maturité. Je crois que ce garçon a 26 ans. Il est donc jeune. Et il fait quand même preuve d'une maturité absolue et vraiment une sorte d'humilité pour laisser vraiment la place à son sujet et la place à son sujet et aussi à son acteur. Alors, l'histoire, elle est simple. Il s'agit d'une jeune fille qui doit avoir 16 ans, ou quasiment 16 ans d'ailleurs, qui s'appelle Lara, qui a un rêve, c'est de devenir danseuse étoile. Et très rapidement, on découvre qu'elle, à la fois, elle mène une quête, celle pour accéder pour réaliser son rêve, mais aussi un combat identitaire et personnel, puisqu'elle est née dans un corps de garçon. Cette fille, et donc elle mène un combat, mais c'est un combat, si vous voulez, c'est pas un combat militant, c'est un combat vraiment personnel. Et l'intelligence du film, c'est que ce n'est pas le sujet premier. Il ne s'agit pas de revendiquer. Curieusement, c'est un sujet, c'est un combat universel, mais c'est pas le sujet du transgenre qui est vraiment on participe à un combat pour faire reconnaître qui on est vraiment et faire c'est pas un truc sur la différence, c'est pas un énième film sur la reconnaissance des différences, c'est ça qui est vraiment très émouvant, c'est que il y a et pour ça qu'on peut aussi tous se reconnaître dans cette quête-là, c'est comment apprendre. Et puis c'est un passage très important, 15-16 ans, passage vraiment de recherche identitaire. Mais là, il a des obstacles, elle a quand même des handicaps très forts. Et on n'est pas dans un film binaire. Voilà, on n'est pas dans un film où il y aurait les gentils d'un côté, où c'est elle, et puis des méchants qui lui font du mal, tout ça.
ou qui essaye. Non, il y a d'ailleurs énormément de bienveillance. Il y a un père extrêmement bienveillant, il y a un encadrement médical bienveillant. Forcément, il y a un entourage de ses copines qui reste quand même bienveillant, à part forcément quelques problèmes, mais c'est assez logique. Et voilà, il y a ces regards. Et moi, j'avoue que j'étais troublé parce que je ne me suis pas posé la question. Et comme on ne savait pas grand-chose, je ne savais vraiment pas si c'était un garçon ou une fille. Je vous l'avoue, c'est tellement étonnant. Et avant la séance, il ne nous l'avait pas dit. Donc voilà, il a fallu qu'on discute après avec le réalisateur pour vraiment comprendre. L'acteur, c'est un acteur, c'est Victor Polster qui a eu aussi un prix. Voilà, c'est un film solaire. C'est un film solaire. Et puis, juste 2 mots sur la mise en scène. Voilà, c'est assez extraordinaire. Moi, je trouve que c'est vraiment l'anti-Dolan. Et parce que d'abord, il est très jeune. Et c'est un cinéma qui ne pourra pas vieillir. C'est un cinéma qui n'est pas esthétisant, comme le cinéma de Dolan, qui reste quand même très beau, mais je trouve il va vieillir ce film. Nous on le trouve bien, pas le film Girl, mais les films de Dolan, parce qu'ils sont très clippés, c'est très esthétisant, c'est presque maniéré. Voilà. Et celui-là, c'est totalement l'inverse. Et moi, ce que je trouvais assez incroyable, c'est qu'il arrive par exemple à filmer. Ça, c'est le génie de la mise en scène. Hein. Ce garçon ira très loin. Il filme des couloirs. Il filme des cuisines. La cuisine, il y a beaucoup de scènes dans la cuisine, qui est très, très étroite. Et donc, du coup, les acteurs sont très près. Il peut y avoir, un sentiment d'enfermement. Il y en a. Le sujet aussi s'y prête. Et pourtant, les échanges sont tellement forts que il y a quand même beaucoup de choses qui se dégagent de ça. Voilà, je pourrais en parler 1 heure, donc je vais m'arrêter. Et je vais vous laisser aussi la parole. Hein, n'est-ce pas ? Le film s'appelle Girl. Je ne sais pas si on l'a dit au début. Oui, je l'ai dit. Pour les gens. Je l'ai dit, oui. Je l'ai dit un peu vite. Moi, je suis d'accord sur ce que tu as dit. Et même si c'est pas mon combat à moi, je me suis quand même retrouvée dans ce personnage-là parce qu'en fait, on est tous passés par là, ce moment de l'adolescence. Et ce moment où c'est difficile de s'accepter, en fait. C'est un film, j'ai trouvé, sur l'acceptation de soi. Et il y a souvent beaucoup de scènes où Lara se regarde dans le miroir. Et c'est très parlant. Je pense que ça peut toucher tout le monde, tous les publics, en fait. Voilà. Oui, c'est un film aussi sur la souffrance. C'est vrai que c'est assez incroyable d'imaginer. Je trouve que l'idée... Alors, c'est tiré quand même d'une histoire vraie. Il faut quand même le rappeler. Ce qui est dingue, c'est que ce combat pour devenir une femme, et en plus c'est une période assez cruciale, est projeté comme un miroir à travers ce désir de devenir danseuse étoile. Moi, je sais que par exemple, j'ai une petite fille de 5 ans et son rêve, c'est d'être danseuse étoile parce que c'est une sorte d'imagerie de la féminité absolue. Et vraiment, ce parallèle entre cette quête pour devenir danseuse étoile, et on voit à quel point elle endure des souffrances pour plier ce corps qui n'est pas un corps, et qui est un corps un peu masculin et un peu féminin. C'est quelque chose qui peut pas nous laisser insensibles. C'est impossible. Voilà. C'est pas un corps un peu féminin, un peu masculin. C'est un corps masculin, mais sa tête est féminine. Et c'est ce qui est vraiment très très beau dans ce film, c'est que tu l'as très justement dit, l'appartement est très exigu, donc c'est vrai qu'on sent cette espèce d'enfermement de Lara, même face à des gens très proches qui sont, comme tu l'as dit, bienveillants, mais qui veut s'extérioriser, qui veut s'affirmer en tant que Lara. Mais le regard de l'autre est compliqué puisqu'il est étroit et étriqué. Et alors, j'ai pas eu la chance de le voir comme toi avec le réalisateur. Je l'ai vu moi aussi à Cannes et j'ai été bouleversée. Ce film a été... j'ai eu 2 coups de cœur pendant cette quinzaine à Cannes. J'ai eu le Spike Lee, on en avait déjà parlé, et j'ai eu ce film qui se bat pour quelque chose qu'on n'a pas encore vu sur les écrans.
qui ne porte pas de jugement, mais cette caméra, elle est là, elle est bienveillante et elle suit le parcours de cette jeune femme. Et ce que j'ai Je dirais même, elle est pudique, cette caméra. tout à fait. Elle est pudique et elle laisse parler les corps plutôt que la psychologie. La psychologie est dans les corps, c'est-à-dire que c'est à nous de comprendre ce qui se passe, de ressentir quasiment la souffrance. C'est très fort. Hein. Exactement. Et ce que j'ai vraiment Sans très artifice. apprécié, c'est que lorsqu'il a reçu le prix d'interprétation, l'acteur, il n'a pas reçu le prix d'interprétation féminin ou masculin. On l'a appelé pour dire vous avez reçu le prix d'interprétation. C'est génial. Et j'ai trouvé ça Mais bien sûr. sublime du festival de saluer sa performance et de saluer l'esprit du film. Vraiment. Bien sûr. Je terminerai là-dessus. Voilà, donc c'est quand même notre coup de cœur. Tu l'as pas vu, Max? Si, je l'ai vu, mais j'ai rien d'autre à rajouter. Vous l'avez magnifiquement défendu et voilà, allez le voir. Super. Parce qu'effectivement, il faut. Voilà, tu nous as vraiment mis sur le cul, hein, je dois le dire. Non, oui, il faut vraiment aller le voir. Parce que, bon, effectivement, on en a fait toute une caisse. Et peut-être que vous le verrez peut-être avec des yeux moins frais si vous avez entendu cette chronique. Mais allez-y quand même. Parce que c'est du cinéma et c'est une histoire incroyable. Et je ne peux pas imaginer qu'on ne puisse pas être touché par ça. Changement de registre? Ah oui, diamétralement. Diamétralement, je vais vous parler de Venom. Venom. Oui, si tu veux. Alors Venom 2D ou Venom 3D? Oh, Venom, Poubelle. je l'ai vu en quoi? En IMAX 3D. Je me suis infligé ça. Alors, comme vous le savez, je suis une fan des Marvel. Donc, c'est vrai que dès qu'il y a l'étiquette Marvel ou DC Comics, je me précipite au cinéma. Sachant que les critiques n'étaient pas bonnes. Ouh, non. Elles sont vraiment pas bonnes, les Très critiques. mauvaise. Donc, on a, on va dire, un journaliste qui va accueillir un symbiote et évidemment, il va se transformer. Je dirais que pour le malheur de ce film, il arrive après de grands Marvel. Pour moi, Black Panther, les Avengers Infinity, c'était de bonne qualité au niveau du scénario, au niveau de la mise en scène, tout ça faisait, on va dire, une espèce de bon film. Là, le scénario est un peu plus tronqué. On sent bien que Marvel n'a pas mis toutes ses billes dans le même panier. La critique, je l'ai trouvée un petit peu sévère, vraiment un petit peu sévère. Il n'est pas si mauvais que ça. Il a quand même quelques qualités. C'est un Marvel de base, en sachant qu'il n'est pas quand même au niveau des 4 Fantastiques. Bon Oui, bah quand même. C'est pas le niveau des 4 Fantastiques. Ah, Il est pourtant, le bien niveau au-dessus. était... Ah, il est au-dessus, pardon. Ah oui, Excusez-moi, non, oui, il est au-dessus. il est pas au niveau de... Voilà, non, D'accord. il est bien au-dessus. Le problème, c'est qu'on en a eu beaucoup avant, et donc on a des éléments de comparaison. Je pense que aussi, ce qui a fait du tort au film, c'est qu'il soit sorti aux États-Unis avec la mention PG-13. Ça veut dire que les parents d'adolescents de moins de 13 ans devaient les accompagner. Donc je pense que ça a aussi un petit peu freiné les entrées au box-office américain. Bah, en tout cas, il a quand même très très bien démarré. Hein. Oui, Il a mais fait bon, 200 millions le premier on week-end. s'attendait peut-être à un petit peu plus, je pense, du côté de Marvel. La musique est plutôt bonne. J'ai passé un bon moment avec Eminem dans les oreilles. Donc c'était plutôt fun, c'était plutôt agréable. C'est un film basique, il ne fait pas partie des grands. On va avoir, je pense, des suites. Mais oui. Oui, je suis désolée de te l'apprendre, mais on va avoir des suites. Mais non, le film est sympathique. Il mérite pas ce qu'on lui a dit. Ça se laisse regarder, quoi. Et Tom Hardy, il est comment? Merci de me relancer là-dessus. Oui. Non, mais là... Il est Faut en parler. absolument- Non, tu n'es Comment pas ça, non, objective. Non, tu n'es pas objective. Il est charmant. Non. Oui, mais est-ce qu'il est, Il est bon. C'était pas la question, le sens de la question de Ah Julia. oui, il est bon. Oh oui, il est Non, bon. il est pas bon. Ah si, il est bon. Ah oui, il s'est fait déboîter. Moi, non, Ouais, non. Maxime. J'ai un envoyé spécial qui m'a dit Il a que un de ses Tom... envoyés spéciaux. Voilà, qui s'appelle Alcide, qui a vu le film à Paris, qui m'a dit que Tom Hardy était bon, mais on lui donnait des trucs totalement cons à jouer. Donc ça... Il les accepte aussi.
Oui, ben alors, il a accepté le film pour faire plaisir à son fils de 10 ans. Ah, c'est sympa. Donc Ouais. je trouve C'est bon. le fait d'accepter ce rôle pour son gamin, je trouve ça plutôt fun. Oui, c'est Voilà, gentil. c'est un film fun à voir en famille, sans se prendre la tête. Je Une fois suis sûr que s'il y avait eu Mylène Farmer qui jouait dedans, le film était merveilleux. Ghostland est un chef-d'œuvre. Le film est très sympa. Voilà, il mérite pas tout le mal qu'on a dit de ce film. Il en mérite plus. Non, t'es désagréable. Allez voir Girl. Et après, pour un soupape de sécurité, vous allez voir Venom. C'est pour faire. Waouh, alors Voilà, là, c'est quand même j'ai osé. pour faire le truc, le grand écart. quand Ouais, même, mais si j'ai je peux osé, me permettre. j'ai osé. Maxime, Oui. tu vas nous parler de quoi, s'il te plaît? The First Man, le Est-ce que nouveau tu vas nous film décrocher la lune Laisse-moi faire la transition. Pour une fois que j'ai la transition de fou. Il faut que vous vous coordonnez, hein, vous deux. Ah hein. ben... Allez, à 3. 1, 2, 3. Vas-y, c'est toi. D'accord. Donc, je vais vous parler de First Man, le nouveau film de Damien Chazelle. Alors, j'ai eu la chance de voir le film en avant-première mondiale à Venise. Et comme film, et comme tous les films qu'on voit en festival et en première mondiale dans des festivals, on ne sait pas grand-chose du film, ou on en sait très peu. Et on va dire que le peu que j'en savais me faisait très peur, car il s'agit de la première œuvre de commande de Damien Chazelle, avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire, dans le cas d'Espèce, un scénario imposé, mais aussi la possibilité que si le film n'était pas bon, que les producteurs le récupèrent et prennent le final cut à Damien Chazelle. Faudrait peut-être dire qui c'est le producteur. Bah, le producteur, je viens, mon cher Pardon, Luc. Il s'agit de Steven Spielberg. Alors ça certes, Steven Spielberg. Ouais, toi aussi, tu connais pas. Non, mais voilà. Enfin, alors certes, c'est sûr que avoir tonton Steven comme producteur, c'est rassurant, mais j'étais un peu moins rassuré par le scénariste, qui est Josh Singer, qui a notamment signé les scénarios de Spotlight et dont je ne suis pas un très très grand fan. T'as Et tort. Très j'avais bon film. T'as tort. Très très bon film. Ouais, mais je suis pas un grand fan du scénario. Mais j'avais très peur en fait qu'il y ait justement un rapport très élogieux sur la réussite d'Apollo 11, et sans surprise, le film va se concentrer sur cette période de la vie de Monsieur Neil Armstrong. Tu l'as bien dit. Mais Josh Singer et Damien Chazelle vont avoir une excellente idée, c'est-à-dire qu'ils vont commencer le film quelques années avant l'entrée de Neil Armstrong à la NASA, c'est-à-dire au moment de la mort de sa fille. Et à partir de ce moment-là, personnellement, j'ai perçu une grille de lecture qui est, d'après ce que j'ai lu un peu toutes les interviews, assez assumée par Damien Chazelle et Josh Singer, c'est-à-dire que le film va se transformer en une grande odyssée cathartique. Donc, c'est-à-dire qu'on va très vite se rendre compte que Neil Armstrong n'a pas fait la mission Apollo 11 pour l'argent, ni pour la gloire, ni même pour l'avancée de la science, mais il a pris comme un moyen pour exorciser sa peine et ses démons intérieurs suite au décès de sa jeune fille qui est morte de maladie. Alors, ça va induire quelque chose d'assez étrange, on va dire, une sorte de point de vue assez étrange, puisque ce n'est pas un film comme L'étoffe des héros où on va suivre l'entraînement, on va suivre de manière épique la préparation d'une mission spatiale. Excuse-moi, Ici, pardon, si je peux me permettre. Ce film est un film merveilleux, L'étoffe des héros. C'est un chef-d'œuvre. Oui. Chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre. Voilà, je vous le dis. On le voit très peu, il est très peu diffusé. C'est un bijou absolu. Voilà, c'est tout. ok, que je partage, mais bon. Merci. Donc ici, l'intime va vraiment primer sur l'épique. Et ça va se sentir dans la mise en scène de Damien Chazelle, qui va vraiment essayer, caméra à l'épaule et en filmant les visages de ces acteurs de manière assez proche, de vraiment nous immerger et de nous mettre en position de témoin justement de cette partie de la vie de Neil Armstrong. Donc ce dispositif est vachement intéressant, mais même si parfois il a des limites, notamment les scènes de famille qui pour moi ressemblent un peu à du Terrence Malick du pauvre, voilà, avec notamment ces plans caméra à l'épaule, voilà, très appuyés, voilà, et cette caméra qui bouge, mais ça a aussi une force, c'est-à-dire que non seulement on éprouve une immense empathie envers le personnage de Neil Armstrong, mais en plus, les 30 dernières minutes sont vraiment
extrêmement immersif, c'est-à-dire toute cette partie qui va être consacrée à la reconstitution de la mission Apollo 11. On va vraiment avoir l'impression d'être dans le cockpit avec ces astronautes. Dans le cockpit. Pardon, excusez-moi. Avec ces... Non, pardon, excuse-moi, je suis obligé de présenter nos excuses Oui, mais après, je vais pas pouvoir tout le finir corps auditeur. Bon, vas-y. Bon, bref. Voilà, et Damien Chazelle a vraiment voulu filmer ces séquences comme un thriller pour pouvoir nous faire ressentir à la fois l'excitation, mais aussi la peur et la peur que ressentaient les astronautes, car il faut dire que la mission Apollo 11 ne s'est pas très bien passée, et on va très vite se rendre compte que en fait, Neil Armstrong veut vraiment la mener à bien au péril de sa vie. Et dans le rôle donc justement de Neil Armstrong, on retrouve Ryan Gosling. Alors Ryan Gosling est souvent décrié pour son jeu intérieur, mais cette fois-ci, il est amplement justifié car il met une barrière, et surtout on ressent la pudeur, mais aussi la souffrance intérieure que ressent cet homme. Alors c'est sûr que l'envers de la médaille, c'est au niveau de l'écriture, c'est que les personnages secondaires sont très peu présents. On peut même dire que certains acteurs majeurs comme Buzz Aldrin sont plus proches du caméo que du personnage secondaire bien écrit. Mais le film est vraiment formidable. Voilà, c'est quand même tiré de son autobiographie. Officielle, oui. Voilà. Officielle, donc ça tourne quand même autour de Neil Armstrong. Voilà, totalement, ouais, c'est ce que j'essaie de dire. Donc il ne faut pas s'attendre à un rapport détaillé de la mission Apollo 11, mais vraiment à un film centré sur Neil Armstrong, centré sur ses peines, et en ça, le film est vraiment formidable. Et Damien Chazelle, d'ailleurs, a non seulement eu le Final Cut, mais s'est entouré de certains de ses collaborateurs habituels, dont Justin Hurwitz, qui signe une BO magistrale, vraiment, et qui m'a énormément fait penser à celle qu'avait signée Hans Zimmer au début des années 2000 pour Gladiator. Et voilà, et je ne peux rien vous dire de plus que c'est un véritable coup de cœur pour moi. Je vous encourage à aller le voir, et il passe dans tous les ciné, dans les deux pâtés, et voilà. Alors, le film n'a pas très bien démarré au box-office américain. Non, ça a même été un échec, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de polémiques, notamment sur un choix artistique de Damien Chazelle, mais j'ai pas forcément envie, voilà, de vous l'énoncer à l'antenne, car ça vous spoilerait une partie du film, et voilà. Non, mais on peut dire que c'était un peu idiot. Les proches de l'administration Trump ont, accusé le film de ne pas être suffisamment patriotique. Voilà, et de ne pas avoir voulu montrer, notamment, ça tournait autour du fait qu'il ne montrait pas la scène où il plante le drapeau. Voilà. Alors, il la montre, mais c'est en 10 secondes et on ne voit pas le drapeau flotter. Non, mais en plus, l'argument, excusez-moi si je peux me permettre, qui est quand même un argument, enfin bon, voilà. On est en plein rêve. Hein. Il considère que oui, que la NASA... c'est payé par les impôts. Alors si on fait un film sur la NASA, on fait pas un film sur la NASA, on fait un film sur Neil Armstrong. Bon, ça ils ont pas compris. Ils sont trop cons. Et je vais avoir des problèmes. Oui. Et voilà, donc enfin bon, c'est des polémiques à deux balles dont on va pas dire plus. Alors moi j'ai vu The First Man, sachant l'enthousiasme de notre ami Maxime. Hier, je suis allée au cinéma le faire en IMAX, pour avoir la même sensation et le même ressenti que pour Dunkerque, qui avait été pour moi un choc visuel absolument éblouissant. Je pense que j'ai eu le plus gros coup de cœur de ces 6 derniers mois. J'ai vu un film absolument somptueux, et pourtant... j'ai des grosses réserves sur 2 points. Et pourtant, le film, vraiment, je l'ai adoré, je l'ai vécu au plus proche, si l'on peut dire. Le premier problème que j'ai eu, c'est, comme l'a dit Maxime, cette caméra à l'épaule. Alors, vous le savez peut-être pas, mais moi, dès que ça bouge un peu, ça me déclenche des migraines absolument somptueuses que je garde, on va dire, une après-midi entière. Et là, pendant 2h25, le film est caméra à l'épaule pour être au plus près, pour nous faire vivre, on va dire, les attitudes et ce qui se passe dans la fusée. Donc autant vous dire qu'en IMAX, heureusement que je ne l'ai pas vu en 4DX, sinon je pense que j'aurais rendu mon 4 heures. Mais le film est une perfection sans nom. Autre
petit point à mon goût un petit peu négatif, c'est la durée du film. Sur une durée comme ça, j'aurais voulu avoir plus de détails. Après, parce que je trouve qu'il y a des grosses ellipses dans sa biographie. Si on reprend sa biographie trait pour trait, il y a de grosses coupures, ce qui est vraiment dommage. Ce que j'aurais souhaité pour avoir un film d'une qualité absolument extraordinaire, malgré ces 2 points négatifs de mon point de vue, ce que j'aurais aimé, c'est qu'ils nous sortent, qu'un studio comme Amazon ou Netflix nous fasse une série d'une super qualité pour vraiment nous retracer la vie absolument somptueuse de Neil Armstrong. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'on suive Neil Armstrong bien avant qu'il soit devenu une légende. Et le fait de commencer avec un épisode assez, pas assez, traumatisant pour tout à chacun, c'est-à-dire perdre un enfant, je trouve que ça le rend humain pour la suite des événements et ça le rend, on va dire, ça peut être quelqu'un que l'on côtoie dans la rue, les plans qu'on a à un moment donné dans la rue où tout le monde habite. Et en fait, on se rend compte par ce simple plan que on habite un quartier où tout le monde peut être, on va dire, le héros ou une personne forte de notre entourage. Et je trouve en cela que le film est une grande réussite. Les acteurs sont bons, la qualité de l'image. Alors certes, l'image, de mon point de vue, bouge et tourbillonne un peu trop à mon goût, certes. Mais lorsque nous sommes dans la fusée, dans l'une des fusées, nous avons des plans fixes de ce que l'on voit. Et rien que pour cette immersion, je vous conseille d'aller voir ce film. Alors, pour la petite anecdote, à Cannes, nous avons, on va dire, le Grand Bunker, nous avons des petits box. Et j'ai eu la chance de tester le processeur qui va aller au-delà de la 4DX avec le fauteuil qui bouge dans tous les sens, voir la tête à l'envers. Ah, et tout super, si tu fais la caméra à l'épaule avec le fauteuil qui bouge, c'est vomito intégral. Eh bien, c'est exactement ça. Je me suis dit, heureusement que ce film-là n'est pas sorti parce que le film aurait été, pour les gens qui supportent ce genre de film, ce film aurait été en tout point parfait. Vraiment parfait. Après, moi, je suis un cas à part. Je supporte pas quand la caméra bouge, mais je suis pas, on va dire, comme tout le monde. On va dire, il y a des gens qui supportent très bien d'avoir les pieds en bas, la tête en l'air. Regardez Maxime, il adore ça. Moi, je suis... Il marche sur la tête. Il marche sur la tête, voilà. Mais je pense que, pour ce que j'ai vu hier, j'ai vu un film parfait. Vraiment. Et je te remercie, Maxime, de m'avoir dit d'aller le voir, parce que même si j'ai vécu une séance difficile, j'ai vécu un grand moment de cinéma. Et personne ne parle de Claire Foy. Parce qu'elle est anecdotique. Ah bon, dommage. Non, je plaisante. Ah bon. C'est qu'on voit vraiment qu'elle soutient son mari, même dans les moments très difficiles. Mais je trouve qu'en ce moment, on la voit un peu beaucoup sur les écrans. C'est pas désagréable. Moi, je suis en train de faire The Crown. Oui, mais bon, je l'ai conquis. vu cet été dans Paranoia. On va la voir dans Millennium. On l'a vu. Je trouve qu'on la voit un peu beaucoup en ce moment. C'est justifié parce que c'est une grande actrice. Mais voilà. Puis honnêtement, je l'ai pas trop vue. J'ai plus regardé. Ryan. Bizarrement. Voilà. D'accord. Voilà. Mais en tout cas, Maxime avait raison. Encore une fois, le film est absolument de toute beauté. De toute beauté. Merci. Hein. Voilà. Julia, c'est à toi. Excuse-moi de te réveiller pendant la sieste. Alors j'ai vu Capharnaüm, qui est le 3e long métrage de la réalisatrice Nadine Labaki, qui est une Libanaise. Elle avait notamment fait Caramel et Maintenant on va où ? Ou Où va-t-on maintenant ? Et Maintenant on va où ? Voilà, qui étaient des films qui étaient plutôt centrés sur la question de la femme au Liban, qui est un pays très complexe politiquement et socialement. Là, cette fois-ci, on est toujours au Liban, mais on va suivre l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Zayn. Alors le film s'ouvre sur une scène où on est dans un tribunal et on apprend que Zayn porte plainte contre ses parents pour lui avoir donné la vie, pour l'avoir mis au monde. Ensuite, le film commence et on va comprendre pourquoi cet enfant porte plainte contre ses parents. Alors, il faut savoir qu'il a environ 12 ans.
Il habite dans un immense bidonville du Liban avec ses nombreux frères et sœurs dans un appartement tout petit, les uns sur les autres avec leurs parents. On découvre tout de suite qu'en fait sa vie c'est plutôt de la survie, qu'il vend dans la rue, qu'il travaille, qu'il vole parfois, alors qu'il n'est que tout petit. Finalement il n'est proche que de sa grande sœur à peine plus âgée que lui, et quand ce lien va se rompre, et je ne veux pas vous dire pourquoi, pour pas en dire plus sur le film, il va s'enfuir. Et c'est là que commence un nombre d'aventures incroyables pour lui, qui vont l'amener petit à petit à être sur le banc, non pas des accusés, mais des plaignants, et de poursuivre ses parents en justice. Alors c'est un film qui est surprenant, déjà quand il commence, on se demande qu'est-ce qui lui est arrivé pour pouvoir faire ça, d'attaquer ses parents en justice. Et puis aussi le personnage de Zayn, ce petit garçon, est assez incroyable pour un enfant qui a 12 ans, puisqu'il n'a même pas l'attitude d'un adolescent rebelle, mais il a plutôt... on ressent chez lui l'agacement d'un adulte qui est fatigué. Il a aussi la malice, la débrouille et la force, la grande force d'une grande personne. Et c'est un personnage qui est véritablement hors du commun, même si on comprend dans son contexte de vie toute sa maturité, puisqu'en fait, il faut qu'il apprenne à réagir et très très vite pour pouvoir s'en sortir et survivre dans le monde dans lequel il vit et dans sa vie. Enfin voilà. Alors par contre, le film est un peu tire-larme et un peu pathos. J'ai trouvé notamment l'utilisation de la musique. C'est littéralement, on sort les violons et la musique devient grandiloquente quand il y a des moments chocs. Alors ça peut être assez agaçant, mais finalement on se laisse séduire par le film et surtout par cet acteur, ce petit Zayn qui est impressionnant. C'est un film qui est surtout dur et qui aborde des thèmes qui sont très très lourds, de la maltraitance des enfants, de l'extrême pauvreté, mais aussi il y a les thèmes de l'immigration qui sont là et celui de la femme dans la société patriarcale. Et ce sont tous ces sujets qui se sont imposés aussi à la réalisatrice. Elle a d'ailleurs mené beaucoup de castings sauvages. Elle s'est inspirée de personnes qu'elle a rencontrées et qui sont dans le même cas que les personnages du film. Les lieux du tournage, comme le bidonville et la prison pour enfants, sont des lieux qui existent. Donc on est littéralement plongé dans une misère presque insoutenable. Alors même si le film va s'éparpiller souvent, je trouve qu'il est réussi et il est efficace visuellement et dans ses propos. Alors c'est un vrai Capharnaüm, c'est le bordel, mais je vous conseille d'aller le voir. Voilà. Merci, c'est un film qui a fait... qui a eu comment dire ? Ah, il a eu un prix à Cannes. Il Il a pris le prix Ouais. pardon, la mise en scène ? Du jury. Du jury, le prix du jury. En tout cas, il a énormément plu, voilà, à Cannes. Voilà. Je ne sais pas comment il va démarrer, je ne suis pas sûr que ça marche aussi Non, bien. je sais pas si ça Alors va marcher. Gaumont, il mise beaucoup dessus car j'avais entendu à Cannes justement en marge de la projection que le film aurait été acheté sur scénario avec un beau chèque avec un nombre à 7 chiffres. Voilà. Ouh, on a les infos. Décidément. Décidément. Voilà. Sinon, j'ai vu le film et je suis tout à fait d'accord Faudrait avec que toi, Julien. tu cites tes sources quand même un petit peu à un moment quand même. Ta grande mafia. Le spectre. Le spectre. Non, mais après, un film de Nadine Labaki, elle n'en fait pas souvent. C'est toujours de très bons films. En tout cas, Caramel et le précédent. Et maintenant, on va où ? Et donc, sur scénario, et puis sur sa réputation, oui, c'est tout à fait logique. Allez le voir. Alors, il n'est pas au Royal, j'imagine. Si. Ah si, oui, alors allez le voir au ouais. Royal. Et mes Girls aussi, je pense. Oui. Voilà, Oui. allez au Royal. Et si vous les loupez, allez aux petits écrans ou dans d'autres cinémas de la région. Maxime, Tilly à Paris. si tu veux. Allez, c'est parti. Donc, c'est le nouveau film de Michel Oslo, qui est le papa de Kirikou. Alors, je vais la faire courte pour attaquer le problème du film, c'est-à-dire que je suis sorti très désappointé de la séance. Alors, le film n'est pas mauvais, donc c'est loin de là. L'animation, comme d'habitude avec Michel Oslo, est magnifique. Mais il y a une question qui me trotte dans la tête depuis une semaine, depuis mercredi dernier, le jour où je l'ai vu, c'est-à-dire à qui s'adresse le film et surtout à quelle tranche d'âge. Parce que d'un côté, on a une histoire qui est très simple et un scénario à visée clairement éducatif, puisqu'on va suivre Dilili, une jeune enfant kanak qui est à Paris pour l'exposition universelle de 1900 et qui va rencontrer Aurel, un triporteur qui va souhaiter la rencontrer et la connaître. Et partant de là, les deux compères vont se lancer dans une enquête policière pour essayer de découvrir
les coupables d'un kidnapping d'enfants et aussi d'une sombre histoire de braquage. Voilà. Donc, comme je disais, le scénario est vraiment à visée éducative puisque le film se construit sur la répétition d'un même schéma, c'est-à-dire que Dilili et Aurel vont enquêter sur une piste, il va y avoir une action et cette action vont les conduire à une grande personnalité de la grande époque. Voilà, par exemple, je vais citer une scène qui est vite fait, une des personnalités qu'on voit dans la bande-annonce. Notamment, ils vont rencontrer Louis Pasteur et il va y avoir une interaction en rapport avec le vaccin contre la rage. Et donc, ça fait que c'est très éducatif envers les enfants, puisque les enfants vont découvrir qui sont ces grandes personnalités de la grande époque et qui est de cette grande époque et surtout qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont apporté à la société d'aujourd'hui, à notre société actuelle. Et donc, c'est sûr que le scénario est, on va dire, assez rigide et pas forcément à viser, pas forcément pour les adultes. Et je vais pas vous dire que par moment, je me suis un tout petit peu ennuyé du film, mais ce n'est pas le principal problème qui me taraude, parce que d'un autre côté, Michel Oslo va essayer, comme à son habitude, d'inculquer des valeurs du vivre ensemble, et surtout cette fois-ci, il va s'attaquer à une notion qui est pas évidente à inculquer à des enfants en bas âge, entre 6 et 10 ans, qui est le féminisme. Et pour appuyer son propos, Michel Oslo va utiliser des images fortes, et notamment 2 scènes que je qualifierais de violence psychologique, où l'on va voir des personnages féminins se faire humilier par les méchants du film. Alors certes, ces actions vont être directement condamnables par les protagonistes, mais je pense pas que ces scènes, en l'état, doivent être en fait vues par des enfants tout seuls entre 6 et 10 ans. Je pense qu'il faut qu'il y ait un adulte qui doit les regarder avec eux, qui doit leur expliquer pourquoi ces scènes ne doivent pas être reproduites dans la vie et surtout pourquoi ces traitements que les méchants font subir à ces femmes et à ces jeunes filles sont dégradants et doivent être absolument condamnables. Donc, comme je vous disais, ce n'est pas un mauvais film pour moi, mais je pense qu'il y a un souci avec le public cible du long métrage. Et je pense que ce film doit être visionné par des enfants, mais il faut que les parents doivent les accompagner dans cette démarche. Voilà. Ok, mais c'est Juste un petit mot pour rajouter en une phrase. En fait, je pense que c'est un film éducatif. C'est pour vraiment inciter les parents à éduquer les enfants et à leur montrer que ce que l'on montre à l'écran, il peut y avoir, on va dire, une démarche culturelle et intellectuelle derrière. Oui, mais c'est bien. C'est très bien. Donc voilà. On y va. Luc. L'amour flou. Alors, l'amour flou. Fais-nous la chanson. Non, je suis flou de toi. L'amour flou, c'est le film et avec Roman Boringer et Philippe Rebaud. Film très particulier avec un pitch tout à fait étonnant, puisque Roman Boringer et Philippe Rebaud ont vécu 10 ans ensemble et ils se séparent. Ils ont 2 enfants, un chien. Ils ne s'aiment plus, enfin, ils ne sont plus amoureux, voilà. Mais ils s'aiment quand même, et tellement qu'ils ne peuvent pas vraiment se séparer. Enfin bon, c'est flou, quoi. Voilà. Et alors, sous le regard de leur entourage, ils accouchent ensemble de ce qu'on appelle un sépartement. 2 appartements séparés qui communiquent par la chambre de leurs enfants. Voilà. Donc ils sont ensemble, mais pas ensemble, mais séparés. Voilà. Toute la question est là, et c'est comment peut-on refaire sa vie sans la défaire. Voilà. C'est le pitch. Je reprends un petit peu le pitch du film. Alors moi je trouve ça très intéressant. Alors ils se sont vraiment séparés, hein, c'est pas une fiction, et ils ont décidé de le filmer. Alors ils vont au bout, hein, du coup ils vont au bout de leur démarche, puisque voilà. Mais ça reste aussi. Alors moi je trouve ça très bien d'aller au bout de la démarche, c'est-à-dire de décrire, de mettre en scène leur vie. Il y a un truc très enfin bon, voilà, très très réaliste. Et très sincère,
Mais ça se heurte aussi à la question, moi je pense, du cinéma. Qui est la question du cinéma. Le cinéma, c'est une machine à mensonges. C'est une machine à illusion. Donc, s'en servir pour filmer sa propre... ça a des limites. Moi, je pense qu'ils auraient dû confier la mise en scène à quelqu'un d'autre pour qu'ils puissent sortir de leur propre entre-moi. Voilà, c'est le seul problème. Après, c'est quand même, ça reste réjouissant. Ils sont très bons. Philippe Rebaud est peut-être meilleur même que Romane Bourringer, qui parfois peut agacer parce qu'elle en fait un peu des caisses. Mais ça reste un film très rafraîchissant. Et je vous conseille, les critiques sont bonnes, et je vous conseille d'aller au cinéma c'est pour une expérience qui est très étonnante et qui quand même nous renvoie à des choses qui nous sont forcément familières, quoi. Voilà. Ouais, pas mal, hein, 29, 2 minutes. Ah non, mais 2 c'est minutes. parfait. Écoute, Non, franchement, parfait luxe. Eh bien, Ouais. écoutez, chers amis, merci de nous avoir écoutés ce soir. Donc, pour résumer, il faut aller voir Girl. Oui. Voilà. Allez voir First Man. Oui, Allez voir Capharnaüm. oui. Allez voir L'Amour flou. Allez Les voir la autres, blure floue, moi. L'amour flou, je pense que les autres, on peut pas s'en dispenser. Si, Didi, mais- c'est bien. Voilà, Dilili aussi, c'est bien. Allez, sinon, comme le dirait Maxime, allez vous faire voir les films. Rendez-vous Elle t'a la semaine marqué. prochaine. Nous avons une grosse sortie, un film qui est sorti hier, mais que nous n'avons pas fait. Donc, nous allons avoir le Lars von Trier, qui, je pense, va animer les chroniques et les papilles de moult personnes autour de cette table. Je ne veux Chers pas le amis, voir, il est j'irai pas le 19h30, voir. Nous sommes toujours sur Radioactive et je vous souhaite une bonne soirée. Lars von Trier m'a tué.